Conte des mille et un matins, écrit par Colette de 1911 à 1914, lu par Équilivre, livre audio. Les modes et les mœurs. Les belles écouteuses, 19 mars 1914. Car elles écoutent, c'est un fait, pressées les unes contre les autres, orientées vers l'estrade comme des corolles vers la lumière solaire, elles sont aussi diverses qu'un parterre de pensées, où les traits de chaque petit visage de fleur, peint en touches de velours foncé sur une face de velours clair, sourit moins ou pleure mieux, ou s'étonne davantage que ceux de la fleur, sa voisine. Elles écoutent, non sans travail et sans fatigue. Lever le menton, baisser les cils, rapprocher un peu les sourcils, voilà pour l'écouteuse de l'orchestre. S'accouder, une main à la joue, balayer la salle d'un regard voilé et lent, voilà pour la dame des loges et des baignoires. Il faut aussi sourire à propos, rire, hocher la tête, murmurer de plaisir, elle n'y manque pas. L'une, en outre, bat des paupières précipitamment, comme si on lui contait trop vite des choses qui essoufflent. Sa voisine suit, d'un balancement de tête et de plumes, la cadence des phrases, ainsi qu'on fait au concert. Cette autre ponctue le discours d'un petit coup de ses couteaux cornus. Point, point virgule, point d'exclamation. La trêve de silence qu'elle s'impose marque certaines figures d'un singulier désespoir. Quelques-unes oublient le lieu et l'heure, et laisse voir ce sérieux tragique, cette sombre et fixe attention de la femme solitaire qui regarde en face d'elle le mur ou le miroir. 3 ou 4 au plus luttent contre l'envie de dormir. L'espèce en général est trop nerveuse pour sommeiller le jour. Combien dorment pendant la nuit? Je crois que beaucoup sont heureuses d'être assises, à cause des souliers étroits et des hauts talons. 2 amis, documentés d'avance, contrôle rigoureusement, à mi-voix, les enseignements du conférencier. C'est exact. Pourquoi ne pas citer la lettre? Il ne dit pas tout. Et le regard de leur voisin exprime son admiration pour les personnes aussi savantes. Une admiration bien particulière, et décidée à ne point franchir les bornes du respect. Quand l'orateur se lève et salue, il y a dans le public, presque exclusivement féminin, un petit désarroi, un réveil, un étirement de fin de messe, et le défilé commence. Félicitations, félicitations. Dois-je me dire combien ce conférencier connaît-il de femmes, ou bien combien ces femmes connaissent-elles de conférenciers? Une belle écouteuse fend la foule, va droit à l'orateur et du haut de sa sereine ignorance, de son impudence de bonne à fouetter, crie à cet homme aux jeunes cheveux d'argent, charmant, illustre et spirituel. Compliment, mon cher maître. Si, très bien, c'est moi qui vous le dis. Un bon point, vous entendez? Un bon point. La musique au restaurant. Le matin, 13 novembre 1913. Cela débuta par le tzigane caché, séparé par une tenture au moins de l'endroit où l'on mange. Première atteinte, agacement léger, fourmillement agréable d'un mal qui couve. Visible à demi derrière des ventures, le tzigane pénétra un jour dans la salle du festin. Écarter son rideau de fleurs, revêtir un dolman rouge et or, s'avancer entre les tables et se carrer, vainqueur, au son véhément, au milieu de nous, autant d'étapes qu'il franchit avec une impudence de nomade, et nous le tolérâmes. Aujourd'hui tout est perdu, envahi, dévasté à jamais dans le noble domaine de la gourmandise pure. J'ai un tzigane célèbre, dit la place de l'opéra. Moi j'ai un premier prix du conservatoire, réplique un des coins du boulevard. C'est vrai qu'on cède un autre coin, mais chez moi on chante en italien. En italien renchérit-on près de la rue de la Paix? Vous datez, collègues. Venez donc entendre mes noirs américains, et voir mes tanguistes. Et nous réclament les bars et les grill rooms.
Nous avons des guitaristes pour accompagner les danses, des violons pour élever l'âme. Nous avons des négresses, des Montmartrois, des Argentins. Ils auront l'an prochain Dranem, Mistinguett, ils auront des clowns, des matchs de boxe, ils auront tout, et cela ne suffira pas pour faire d'un restaurant un endroit gai. Un malade un peu simple qui souffrait du foie et à qui l'on ordonna un verre d'eau de Vichy à jeun se dit « Puisqu'un verre d'eau de Vichy me soulage, 10 verres d'eau de Vichy me guériront 10 fois plus vite. » Il les but en secret et faillit mourir. Le premier restaurateur qui, au moment où des visages de dîneurs s'épanouirent sous une bouffée brève de musique, conclut « Je vais, en prolongeant cette bouffée d'harmonie, prolonger indéfiniment l'extase des braves gens. » Mérite le sort qu'évita tout juste notre hépatique. L'on débite à présent dans chaque réfectoire, en denrées moulues, en pâtes sans fin, de la musique, de la musique, de la musique. Des mains lourdes, des mains ignorantes jouent avec cette puissance aussi mystérieuse que l'électricité, en déchaînent sur nous les agents nocifs. Il n'y a plus même, entre deux tangos, entre une valse lente et un ragtime, la trêve normale et qu'on devrait imposer, la minute de silence, d'obscurité morale, pendant laquelle le cerveau et l'estomac pouvaient se ressaisir. Il faut fuir, sinon empoigné par les revers de l'habit, le moins ignare des aubergistes fastueux, et lui dire « Comprenez, comprenez donc qu'il n'y a pas de musique gaie si elle n'est rompue, variée, secourue par de considérables silences. Comprenez que c'est, pour le plus futile esprit, une funèbre épreuve, qu'une joyeuse musique qui est joyeuse pendant 2-3 heures et davantage, voyez dès le premier coup de fouet tonifiant des archers, après les 1000 piqûres des mandolines, voyez les visages se figer, les bouches se taire, voyez l'anxiété, le fatalisme musical sur les fronts. Vous ne favorisez point l'appétit, mais tout au plus la soulerie mélancolique, la nocturne et sombre habitude du champagne à jeun, pris comme l'absinthe sans nourriture. Vous tarissez la conversation des amis, et quels amants n'ont pas vu flotter entre eux, bercés sur l'onde lente et troubles d'une valse, les pires fantômes de leurs souvenirs. Un couple. Le matin, 18 décembre 1913. Ces messieurs et dames se rentraient bien ici. La téméraire légèreté du maître d'hôtel l'affirme, mais nous n'en pouvons rien croire. Où seraient-ils bien, les messieurs et dames, qui viennent de s'asseoir à la table voisine? Sous quel azur, sous quelle palme heureuse quitteraient-ils, l'un et l'autre, leur air d'ennui légitime et de conjugale inimité? Le chic terne de leur mise, l'élégance des gestes contenus ne masquent pas l'expression d'une haine quotidienne, qui n'a rien de commun avec la mauvaise humeur, avec la brouille, des amants ou des époux. Ils ne sont pas fâchés, ils sont ennemis. Chacun d'eux manifeste, avec l'aisance de la longue habitude, une aversion solide, éprouvée, qui gouverne leurs gestes, mais ne les gêne plus. Ils se sont accommodés de l'incompatibilité, comme l'amputé de sa béquille, le goitreux de son goitre. Il y a bien longtemps qu'ils ont dépassé l'impolitesse et même l'insulte. Ils échangent avec le sel et le pain des pardons et des je vous en prie. Mais le regard de l'homme, qui ne croise jamais celui de sa compagne, épie ses mains, suit de biais les mouvements du chapeau et de l'aigrette. Elle, qui semble distraite, écoute férocement manger l'homme. Elle indique, par un arrêt imperceptible de sa fourchette, qu'elle a vu la gouttelette de vin qui a giclé sur la cravate, et elle attend, pour recommencer à manger, que l'homme ait essuyé, sur sa moustache, une trace d'œuf. Il mange une omelette. Elle a choisi une sole. Il surveille les arêtes qu'elle retire délicatement de sa bouche et les lui compte pour autant de crimes, parce qu'ils ont prononcé quelques mots. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Et vous? Nous rêvons à ce que signifie pour un tel couple la promenade, le voyage. Nous rêvons à leur vie d'oisifs, secrètement occupés, remplis, variés par une animosité qu'ils maîtrisent ou déchaînent à leur gré. Rêverie romanesque, facile variation sur un thème imaginé? Non,
car il y a devant les assiettes de nos voisins, comme si chacun d'eux craignait le poison versé par la main de l'autre, 2 demi-bouteilles d'eau d'évian.